Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du Seb Show dédié à la 37e saison de Survivor David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a plein de petites choses à jaser, pas des gros revirements de situation, mais quand même des choses qui confirment certains éléments que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, ça va être intéressant de regarder ça pour probablement plus vers la fin, parce que, qu'on le veuille ou non, la production de Survivor met en place ses pions pour expliquer comment que la finale va se dérouler. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Donc, on va commencer dans l'épisode, dans le fond, qui vient de passer. On a eu, on pourrait dire, le départ de B. Donc, B a décidé de quitter le jeu. J'ai pas été surpris, mais je pensais que ça allait s'en aller vers une élimination et non pas vers une évacuation. Ben, ça n'a pas été évacué, dans le fond, c'est un départ volontaire par rapport à sa blessure au genou. Je croyais vraiment que ça allait y aller plus avec une élimination de la façon qu'il l'avait emmené dans l'épisode précédent. Je savais que son heure s'en venait rapidement, de mettre l'accent sur une blessure comme ça. C'était de démontrer qu'elle serait probablement une joueuse qui nuirait à son équipe. Donc le fait qu'elle quitte de cette façon-là a ouvert le champ encore plus aux Goliaths d'exterminer les David, même si c'est pas ce qui risque d'arriver, en mon sens, mais c'est quand même intéressant de le voir que B, dans le fond, au lieu d'aller vers une élimination, est parti. Donc, ça a ouvert le champ pour d'autres choses, donc pour tout ce qui s'est envenu après. Je sais pas si... ça, c'était la question qui me trottait dans la tête quand j'écoutais l'épisode de Survivor. Est-ce que le fait de diviser les équipes dans le fond, en 3 équipes distinctes, était prévu avant le départ de B ou après le départ de B? C'est-à-dire, parce qu'habituellement, la production, dans des temps comme ça, décide d'un certain nombre de joueurs et se disent, bon ben, on veut provoquer telle ou telle chose, on va attendre tel nombre de joueurs pour faire ce move-là. Je ne sais pas si le move était prévu avant le départ de B, donc il s'attendait déjà à faire ce switch-là avant même son départ. Et à ce moment-là, ben, ma question c'est plus de savoir comment ça serait déroulé l'après. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu comme 2 personnes qui auraient été outsider, qui aurait été dans la position de Cal, qui est allé sur l'Exile Island. Il y aurait eu 2 personnes qui auraient été laissées de côté. Donc, j'en suis venu un peu à la conclusion de me dire, peut-être que c'était pas prévu à ce moment précis-là. Ce qui pourrait avoir plus de sens de l'avoir fait à l'épisode 5 et non pas à l'épisode 4. Mais bon, est-ce que ça change réellement la dynamique? Non. Et c'est un peu le point que je vous ai parlé l'autre jour, que je veux vous emmener, le fait que je trouve ça dommage, parce que je le sais pourquoi la production de Survivor amène les swamp, pour swap. C'est dans le fond, ils mélangent les équipes pour créer des rebondissements. Et je pense que le meilleur exemple, c'est qu'on en a eu un. On en a eu un dans cet épisode-là avec l'élimination de Natalia. Mais c'est que le problème avec un concept comme ça, c'est que tu détruis ton concept de base. Et c'est ça qui m'énerve un peu. Quand c'est 2 équipes, qu'il n'y a pas de thème en soi qui a été vendu pour la saison, ça me dérange pas. Bon, on peut penser aussi loin que la première saison de Survivor. Je veux dire, les tagués contre les Pagons. Je m'en fous qu'il y ait un swamp s'il y a en avoir un. C'est pas important rendu là parce qu'il n'y a pas de thème de saison. C'est correct, il n'y a pas de problème. Allez-y, gâtez-vous. Mais dans le cas où il y a un thème, comme là, David contre Goliath, ça m'énerve un peu. OK? Parce que dans le fond, on nous hype le thème, on s'attend à se dire, ben écoute, ils vont essayer de pousser le combat des David contre les Goliath le plus longtemps possible. Et malgré qu'ils le font, ils l'ont fait de façon très, je pourrais dire subtile, mais ils l'ont fait. Sauf que
j'aime pas ça pareil. J'aime pas qu'on scrape un concept qu'on nous a vendu pendant des mois, d'une certaine façon, pour finalement switcher les équipes et que les équipes n'existent même plus. Pourquoi je dis que le concept est resté? De la façon que je l'ai interprété, et je peux me tromper, mais de la façon que je l'ai vu dans l'épisode, de la façon que ça a été monté, ils ont donné des sacs à une équipe, les Goliaths, ils ont donné des sacs au David. Mais ils savaient très bien le nombre de bandeaux qu'il y avait dans chacune des équipes. Donc, ils ont artificiellement créé un déficit des David en faisant en sorte qu'il y ait toujours juste 2 David par équipe et 3 Goliaths. Donc, les David soient en minorité. Moi, j'ai l'impression que ça a été créé de façon volontaire, de voir est-ce que les David peuvent s'en sortir dans une situation comme ça. Encore là, c'est risqué, parce que vous pouvez facilement voir l'extermination des David se créer, et à ce moment-là, ben, vous enlevez beaucoup de potentiel au show, vous enlevez beaucoup. Puis je comprends qu'il y ait des nouvelles alliances, il peut y avoir plein de choses qui se créent, mais il aurait pu très bien avoir les Goliaths qui font comme non, regarde, on est majoritaire dans l'équipe, on élimine toutes les autres. Et je comprends que la production a voulu emmener ce déficit-là de façon volontaire pour justement hyper le concept de est-ce que les David peuvent remonter la côte? Est-ce que les David peuvent surmonter de tous les désavantages qu'on leur met sur leur route? Mais je trouve que c'est poussé un peu. Je trouve que c'est un peu injuste, sincèrement. J'aurais aimé au moins qu'il y ait une équipe qui ait un avantage de David, au moins pour le permettre de contrecarrer minimalement les plans des Goliaths. Il y a le fait aussi que dans un contexte comme ça, on peut toujours se dire, est-ce que les David de cette équipe-là auraient systématiquement voulu perdre les immunités pour s'assurer d'éliminer les Goliaths? Il y a 2 équipes qui l'ont fait dans le passé. C'est possible. C'est possible. Donc peut-être que la production voulait éviter ça, mais les Goliaths auraient pu faire la même chose. Mais dans un contexte comme ça, ils sont comme... Ben, ils étaient majoritaires dans toutes les équipes, donc c'était pas tant important. Je suis mitigé. Je pourrais dire que je suis mitigé. En divisant en 3 équipes, par contre, vous avez beaucoup plus de chances que quelque chose survienne que de rediviser en 2 équipes et juste de mixer les équipes ensemble et refaire 2 équipes. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances que les gens s'en tiennent au plan, on pourrait dire. Parce que c'est sûr que moins les gens sont nombreux dans une équipe, plus l'aspect individuel peut rentrer en ligne de compte. Et on l'a vu un peu avec Alec. Alec, qui était pas sûr, qui était hésitant, a finalement décidé de blindsider Natalia parce que pour lui, il trouvait que ça avait une valeur plus importante pour son jeu à lui. Tandis que quand vous êtes, exemple, dans une équipe et que vous avez 5 ou 6 joueurs de votre côté, ben, la cohésion du groupe, en étant seul, la décision de seul fait pas nécessairement la balance du pouvoir, fait pas en sorte nécessairement que tu vas réussir à switcher quelque chose. Fait qu'il faut généralement 2 personnes pour le faire et c'est beaucoup plus difficile. C'est rare les duos qui ont réussi à faire ça. Il y a eu peut-être Rob Cesternino dans la saison d'Amazon avec Matthew qui ont été capables de switcher les votes en se plaçant d'un bord de l'autre et là de switcher à coup de 2 votes. Ça allait mieux. Mais dans un contexte de jeu normal où ce que tu es tout seul à jouer, tu peux pas... je pourrais dire comme exemple, un déficit de 6 Goliaths contre 3 David, ben c'est certain qu'Alec, à ce moment-là, serait resté avec les Goliaths. Pourquoi? Parce que son vote n'aurait fait aucune différence du côté des David. Ça aurait été 5 contre 4. Donc, à ce moment-là, tu ne prends pas le risque de faire ce move-là. Tu préfères rester campé dans ta position normale. Alors que quand tu as plusieurs équipes avec un plus faible nombre de joueurs, là, les gens sont peut-être prêts à risquer un peu plus parce que leur vote a une valeur. Le vote qu'ils vont faire peut potentiellement changer la donne. Fait que c'est une bonne idée.
c'est une chose qui peut être positive, ça te donne un meilleur show. Mais je trouve ça plate dans une saison où il y avait un thème. Globalement, c'est un peu ça. Donc, on a eu la nouvelle composition des équipes. La nouvelle composition des équipes nous explique peut-être un peu mieux maintenant ce qui s'est passé, ce qui va se passer pour la finale. Je vous parlais l'autre jour de dire qui, moi, je vois personnellement aller en finale. Donc, je vous disais, Christian risque de s'en aller très loin dans le jeu. Je vois Gabi se rendre très loin, je vois Nick se rendre très loin, et je vois Dan se rendre très loin. Et moi, ce que je vous avais dit dans les épisodes précédents, je disais, Dan risque de se rendre loin parce qu'il va gagner plusieurs immunités. Mais je pense que là, on a une explication beaucoup plus logique de tout ça. Là, Dan est vraiment avec Gabi et Christian. Ils sont réunis ensemble. Donc là, ça a vraiment un aspect logique de les voir se rendre à la fin ensemble. De se rendre très très loin dans le jeu. Et ce qui peut expliquer que Christian se fasse éliminer rendu, mettons, exemple, 4e. Parce que Dan risque de gagner une immunité rendue là, il va être contre des joueurs beaucoup plus faibles que lui, normalement. On s'entend, des fois ça peut être intellectuel, la compétition, ça peut être plein de choses, l'agilité. Mais Dan est un joueur un peu plus complet que Christian, que Gabi ou même que Nick. Mais moi, l'enrobage de ces 4-là, pour moi, est logique. C'est un enrobage qui est, pour une finale, a du sens. Parce que les autres joueurs n'ont pas vraiment d'importance à l'heure actuelle ou pas assez d'importance. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de joueurs qui ont des histoires d'un épisode. Puis on les revoit pas. Alec est un excellent exemple de ça. On l'a pas vu, tout d'un coup, boum! Là, il fait un gros mot. Mais on dirait que c'est un one-timer. C'est un gars qui va faire un épisode. Peut-être qu'il va me donner tort, puis qu'il va faire plein de moves, plein d'affaires. Ça serait super. Moi, je serais vraiment surpris. Mais ça serait le fun. Mais je pense que globalement, on a 4 des 5 finalistes. En tout cas, 4 personnes qui vont se rendre dans le dernier épisode. Je pense, c'est déjà quasiment coulé dans le béton. Je pense sincèrement que Christian, Gabi, Nick et Dan vont se rendre dans l'épisode final. Leurs histoires est trop complexe pour être éliminé avant, en mon sens. Il pourrait avoir une élimination, mettons, au merge. Des fois, quand le merge arrive, quand les équipes sont rassemblées ensemble, des fois, on a un vote surprenant qui survient. Peut-être voir Christian se faire éliminer lors de ce vote-là. C'est une possibilité. Mais Christian est tellement le storyteller, comme je vous disais dans les autres épisodes, je ne le vois pas partir bientôt. Il a l'air trop important. Donc, je pense qu'on a l'explication, une meilleure explication de ma théorie que Christian, Dan, Gabi, Nick se rendent dans le dernier épisode. Je pense que le fait que Dan soit là, désormais, a une explication beaucoup plus logique. Alors, de ce côté-là, ça raffermit. Je pensais sincèrement qu'il pourrait peut-être y aller plus sur une run d'immunité. Mais à ce moment-là, une run d'immunité, j'avais l'impression que si ça arrivait, il gagnerait. Et j'ai pas l'impression que Dan va gagner. J'ai pas ce feeling-là que Dan a le hype pour obtenir le titre de survivant à la fin. Je sais pas, parce qu'on l'a vu, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Il jase, il parle de Cara, mais il est toujours comme... On dirait que c'est un joueur qui va avoir un impact, mais pas nécessairement positif. C'est pas comme, je vais prendre l'exemple de Ben ou de Wendell dans les 2 dernières saisons. Ben et Wendell, côté victoire, c'était quasiment palpable qu'elle allait aller chercher la victoire. Les histoires étaient trop intenses de ce côté-là, puis on les voyait systématiquement quasiment à tous les épisodes, même si c'était pas beaucoup. Dan a ça, mais Dan est vu beaucoup plus négativement que Ben ou Wendell. Ben et Wendell, les histoires étaient très positives dès le départ. Alors que Dan, il y a un petit quelque chose. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est à cause de son histoire qui est reliée avec Cara? À partir du moment que Cara va être éliminée, parce qu'en mon sens, son temps dans le jeu est compté, là, Cara,
à partir du moment qu'il a été éliminé, est-ce que Dan va shifter dans une autre vitesse? Là, ça peut être intéressant. Parce que si on voit Dan changer de stratégie, changer de façon de faire et s'adapter au départ de Cara, là, ça donne beaucoup plus de possibilités. Et peut-être que là, on pourrait voir Dan comme un potentiel gagnant de la saison. Mais présentement, je ne le vois pas gagner. Je le vois se rendre en finale, mais je ne le vois pas gagner. Donc, à la limite, il pourrait peut-être se faire éliminer avant la finale, mais j'ai de la misère à le concevoir qu'il va être éliminé avant les 3 derniers. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même une vibe positive qui émane de lui. Il y a quand même quelque chose, il y a une histoire intéressante. Un peu comme Dominique, la saison passée, dans la saison 36. Mais qui... pas assez. Et là, on a eu, pour continuer cette histoire des 4 joueurs que je considère vont aller en finale, là, ce qu'on a vu beaucoup, c'est l'histoire de Gabi. Et ça, c'est intéressant. L'histoire de Gabi est particulière parce qu'on voit Gabi qui parle beaucoup de son jeu social, que ça fonctionne pas bien, que Christian est bien meilleur qu'elle, que Christian domine le côté social alors qu'elle est beaucoup plus recluse. Alors là, vous avez 2 possibilités pour Gabi. En mon sens, parce qu'ils ont vraiment montré cet événement-là pour une raison. On s'entend qu'ils n'ont pas pitché ça là. Je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui ont des breakdowns, il y a beaucoup de monde qui ont des mauvaises situations. Puis si on mis cette scène-là de Gabi, qui parle de son jeu social, il y a une raison. Et pour moi, il y a 2 possibilités. Soit que Gabi, alors qu'elle pense que socialement elle n'est pas bonne, que socialement elle est en dessous des autres, qu'elle est médiocre sur tous les aspects, ben qu'à la fin, elle réussisse à convaincre le jury. Puis dans le fond, ça va être la joueuse qui va avoir été le plus socialement acceptable de remporter la victoire. Donc, elle va avoir surmonté et elle va avoir démontré que ses peurs n'étaient pas fondées. Que dans le fond, elle a été meilleure que tout. Fait elle a une histoire de David qui peut être potentielle dans ce sens-là, de dire, elle se sent tellement underdog, tellement sous-estimée par rapport à son jeu social, puis qu'elle remporterait la victoire de Survivor, ça serait l'histoire des David. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. Donc, elle a ce potentiel-là que son histoire ferait un tour complet de 360 degrés. Je veux dire, elle est dans l'équipe des sous-estimés, elle se sent sous-estimée par rapport à ses équipiers qui sont sous-estimés, elle est vraiment comme en dessous de tout le monde en son sens du côté social, elle a l'impression que le monde va l'éliminer dès qu'ils vont en avoir l'occasion, et finalement, boum, c'est pas le cas. Puis elle remporte la victoire à la fin. Très belle histoire, ça fitterait numéro 1. La narration de l'histoire risque de se faire super bien à ce moment-là. Ubodon, c'est complètement l'inverse. J'ai de la misère à l'imaginer dans un contexte de David contre Goliath. Peut-être dans une autre saison, j'aurais pu l'imaginer. Elle pourrait avoir un genre d'aura comme de Lauren, la saison passée. C'est-à-dire, elle joue pour perdre. Donc, est-ce que Gabi pourrait jouer pour perdre? Oui, mais il me semble que ça ne fit pas avec la trame d'histoire qu'elle fait. Fait que moi, présentement, avec ce qu'on a vu dans cet épisode-là et ce qu'on a vu dans les autres épisodes, je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que Gabi va gagner la saison de Survivor. Son histoire est trop particulière. Son lien avec Christian, j'ai l'impression que le lien qu'on voit avec Christian, son alliance avec Christian, oui, Christian va la protéger, mais ce que j'ai surtout l'impression, c'est que Christian va lui donner la victoire à la fin. C'est que Christian va peut-être faire un speech de juré de la mort, va peut-être avoir été éliminé, mais pas par Gabi. Et ça va faire en sorte que Gabi va peut-être remporter grâce à Christian. Dans le fond, Christian va l'avoir tenu à bout de bras. Parce qu'en mon sens, si Christian se rend en fin, avec l'histoire qu'il y a présentement, Christian gagne. Puis c'est pour ça que je dis qu'il ne se rendra pas à la fin. Christian est trop prévisible. Son histoire est trop extraordinaire à l'heure actuelle de comment il contrôle le jeu, comment il voit le jeu, ses formules mathématiques, tout. J'ai l'impression que malheureusement, Christian, il va y en manquer une coche, mais je pense qu'il va
il va pas perdre par son intelligence, il risque de perdre, exemple, comme dans une compétition de feu, dans les 4 derniers. Se ramasser contre Dan, exemple, ou contre Nick. Puis il va perdre sur quelque chose d'insignifiant. Puis tout le monde... Moi, j'ai l'impression que Christian, en fait de la saison, tout le monde va dire il mérite une deuxième chance. Il mérite un All-Star. Il mérite de revenir. J'ai cette vibe-là de lui. J'ai pas le vibe qui va réussir à gagner. J'ai plus le vibe de dire écoute, le gars va avoir joué une crise de bonne game, puis il va avoir été éliminé pour une raison épaisse. Ou il va avoir été éliminé parce qu'il était la plus grosse menace du jeu. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que Christian va avoir un rôle plus important. Comme je vous dis, avec le juré, c'est peut-être lui qui va convaincre le juré de voter pour Gabi. Il va peut-être avoir une importance. Le lien qu'il y a avec Gabi est bien particulier. Et c'est pour ça que je dis que l'histoire de Gabi est beaucoup plus complète pour une victoire que les deux autres. Parce que moi, je vois Gabi se ramasser dans les 3 derniers contre Dan et contre Nick. Et leurs histoires respectives, Gabi a l'histoire la plus parfaite pour le contexte du jeu. Fait que faut toujours, et puis c'est ça que je dis toujours aux gens, faut toujours vous mettiez dans l'idée que Survivor est filmé des mois à l'avance. 6 mois, des fois 8 mois à l'avance. La production sait très bien ce qui s'en vient. Ils savent c'est qui va être éliminé, ils savent comment que les twists vont jouer, ils savent c'est qui se fait blindsider, et ils connaissent le gagnant ou la gagnante. Donc, avec tout ça en tête, eux, ils ramassent tous les films qu'ils ont collectés durant les 39 jours, et là, ils montent une histoire. Dans le fond, c'est un peu ça, comment que Survivor fonctionne. Là, ils prennent les tapes et ils montent une histoire. Donc, les deux choses qui vont mettre l'accent sur sont les événements frappants, donc les gros blindsides, les grosses affaires. Donc, là, ils vont vraiment bâtir autour de ça et ils vont bâtir sur qui se rend à la fin et qui gagne. Et à l'heure actuelle, si on essaye d'analyser ça objectivement, comme je vous dis, Gabi, Christian, Nick et Dan ont les histoires pour se rendre à la fin. Est-ce qu'il y en a un des 4 qui peut se faire blindsider puis que finalement son histoire soit pas une histoire de fin, mais soit plutôt une histoire de il se fait avoir ou fait un move de fou qui n'a pas de sens. On peut dire comme exemple Johnny Fairplay avait fait avec la mort de sa grand-mère puis tous les twists qu'il avait fait avec ça par la suite, mais il s'était rendu quand même aussi en finale. Mais habituellement, il y a cet apport-là des joueurs. Les autres joueurs n'ont pas cette prestance-là, je pourrais dire. N'ont pas cette trame narrative-là. On dirait que c'est des joueurs qui sont là, qui vont être éliminés, mais ils sont juste là pour être éliminés. Tandis que ces 4-là, on dirait qu'il y a quelque chose en arrière. C'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, Gabi va gagner la saison. Si j'avais à mettre 20$, ce serait sur Gabi à l'heure actuelle. Mais les autres joueurs... Nick est encore dans la course, là. On s'entend que Nick, son histoire est quand même spéciale. On a vu quand même beaucoup de choses de Nick. Nick a des chances de gagner aussi. Fait que ça va être de vraiment évaluer. Je pense que Dan ne gagnera pas. Son histoire est trop négative présentement. Comme je vous dis, à moins d'un revirement après l'élimination de Cara, ça peut être intéressant à voir. Christian, c'est le storyteller. Il peut pas gagner. Il est trop bon. C'est niaiseux à dire, mais il y a de quoi qui manque. Puis c'est pour ça que je dis que là, à ce moment-là, on va avoir probablement Gabi, Nick qui vont peut-être réussir à remporter. Mais du côté de Dan, son histoire est négative. Avec Cara, peut-être qu'il va y avoir un changement de direction après l'élimination de Cara. J'ai un doute. J'ai vraiment un gros doute. Bon, ok. Fait que je me suis répété un petit peu. Fait que j'essaie de... En même temps que je vous parle, j'ai réfléchi sur ce qui se passe dans le jeu. Puis je me dis, ouais, c'est-tu vraiment ça? Mais non, je pense que ça confirme vraiment mon idée. Je pense que ça va aller dans cette direction-là. Un peu comme je vous disais l'année passée avec Wendell, Dominique. Je voyais pas Dominique gagner.
mais il est venu proche en maudit. Mais je voyais vraiment Wendell gagner. Son histoire était comme ça. Même affaire la saison d'avant, que je vous disais, Ryan va se rendre à la fin. Mais voyez-vous, j'avais pas vu Chrissy se rendre aussi loin. J'avais l'impression que Chrissy pouvait se faire éliminer avant. Mais Ben, je le voyais gagnant automatique. Fait que c'est un peu ça. Bon, la scène avec Gabi, on s'en est parlé. On a eu un peu le lien, puis ça va un peu par rapport à ce que je vous disais il y a quelques secondes, par rapport à Nick. On a vu Nick qui a, je pourrais dire, raffermi son lien, ben en tout cas, créé un lien avec Mike. On voit que Nick essaye des choses. Mike dit à Nick par rapport à l'idole de Dan. Fait que je trouve que ça peut être intéressant parce que là, à ce moment-là, Nick a beaucoup de cartes dans son jeu. Parce que si Nick vient qu'à apprendre que Carl a un idol nullifer, donc son parchemin pour éliminer une idole, là, la game prend toute une autre tournure parce que Nick peut faire des moves. Est-ce que Nick pourrait faire des moves qui récolteraient des votes à la fin? Je pense que Nick, c'est le genre de joueur. On a quand même vu que Nick voulait être stratégique. On a vu son côté, son soft side, son côté mou, on pourrait dire, son côté tendre. Dans un épisode, mais en même temps, on voit qu'il veut jouer le jeu. L'histoire de Nick est particulière aussi. C'est pour ça que je pense que ça va jouer entre lui et Gabi à la fin. Ce que j'explique mal, c'est en quoi Nick se ferait garder par Dan s'il joue contre lui. Je ne sais pas encore. On va voir l'évolution. Peut-être que ça va arriver naturellement. Peut-être que Dan va aller vraiment sur une run d'immunité. Ça peut arriver. Mais j'ai l'impression que l'histoire de Nick va se développer. Puis Nick développe des amitiés, des alliances avec les autres. Fait que de ce côté-là, c'est intéressant à voir. Il bâtit un peu autour de lui, ce qui va peut-être lui donner le haut du pavé rendu au merge, rendu au moment où ce que les équipes vont se rassembler ensemble, où ce que là, il risque de retourner avec les David, mais il va être capable de jouer du côté des Goliaths et de les faire s'entre-éliminer. Je pense que Nick a beaucoup plus le potentiel de jouer dans la tête des Goliaths. Puis, exemple, de ramener Mike de son côté, puis de dire, ben, vote avec nous autres, puis j'ai ton back, puis tout, puis de faire clencher toutes les autres. À ce moment-là, Mike peut devenir un potentiel cinquième. Parce que je vous parle toujours des 4 mêmes pour aller dans la finale, mais la finale se joue quand même à 5 joueurs, logiquement. Donc, Mike est un bon candidat pour être cinquième. En mon sens, Mike a des bonnes possibilités d'être cinquième. Nathalie aussi, mais Nathalie, j'ai de la misère à voir comment elle peut se faufiler, mais j'ai l'impression qu'elle va créer bien de la merde, elle va se faufiler, mais ça rentre jusqu'en finale, je trouve ça un peu spécial. Mais oui, ça peut être le type de joueuse qui peut se rendre en finale en se faufilant. Mike, je trouve qu'avec l'histoire qu'on lui donne, ça ferait un peu... ça serait un peu similaire avec l'histoire de plusieurs cinquièmes, voire quatrième. Je trouve que son histoire fit très bien dans ce contexte-là. C'est un bon joueur aussi d'élimination de merge. Mais je trouve que être éliminé au merge, Mike ne fit pas trop dans ce rôle-là à l'heure actuelle. Donc, ça fait un peu le tour du côté des nouvelles équipes. On voit qu'il y a encore plein de joueurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Même Cara n'est pas si importante que ça, même si elle est reliée à Dan. Natalia, on l'a vu beaucoup plus dans cet épisode-ci parce qu'elle s'est faite blindsider. Il y a des joueurs que je connais même pas de nom à l'heure actuelle encore. Fait que ça vous donne un peu une idée. Ces joueurs-là, c'est tout du remplissage. C'est tous des joueurs qui vont se faire éliminer tranquillement, pas vite. Fait que la façon que les équipes sont dessinées, j'ai l'impression que les David vont réussir à twister les choses en plusieurs équipes, à jouer un peu le jeu. Davy joue bien, mais j'ai l'impression que Davy, malgré tout, n'a pas totalement le contrôle sur ce qui se passe sur les votes. J'ai l'impression qu'il va mal jouer son idole aussi. Fait que, il y a des David qui sont encore à risque. Je pense à Carl, je pense à Davy. Mais je pense que la majorité des Goliaths sont du remplissage à l'heure actuelle. Donc, en étant du remplissage,
ils vont tous se faire éliminer un par un. Moi, je pense que les Goliaths sont destinés à perdre, sauf Dan. Je pense que Dan peut se rendre loin. Nathalie, peut-être. Mike a des possibilités aussi, mais ça risque d'être beaucoup plus divisé qu'on pensait au départ. Le blindside de Natalia, superbe. Ça a été extrêmement bien monté, bien exécuté, mais peut-être pas le move le plus brillant d'Alec. Stratégiquement, je comprends d'où son minding, je comprends d'où ce qui venait par rapport à sa pensée là-dessus. Lui a considéré que Natalia pouvait, avec sa paranoïa, avec sa remise en question, pouvait le trahir lui. Il a voulu faire son move avant elle. Mais, dans la perspective que Carl revenait dans le jeu et que les David allaient être majoritaires dans son équipe, j'avoue que c'était pas le move le plus brillant à faire. Je pense sincèrement que Alec a des chances de survie si cette équipe-là retourne au vote de tribu. Comme je vous disais, Cara, son temps est compté. C'est visible de la lune que Cara va se faire éliminer prochainement. Si c'est pas le prochain épisode, ça va être dans les 2-3 prochains épisodes, mais c'est sûr que Cara, son temps est compté. En mon sens, son histoire n'est pas développée et elle vient de se faire blindsider. Mais de l'autre côté, Alec a juste une alternative et c'est Cara d'élimination. Après ça, il va être contre 3 David et je verrais mal Carl ou Davy se tourner de bord et dire on élimine quelqu'un de notre tribu. Peut-être même à ça, Carl, je le vois pas. Quoique Carl, Davy ont été trahis. Il pourrait faire un move dans cette perspective-là, mais j'ai de la misère à voir Alex se faufiler. Son histoire n'est pas assez importante pour dire qu'il va être un joueur d'importance. Donc j'ai l'impression que son move va peut-être avoir été bon parce qu'il va s'être gagné du temps d'une certaine façon. Mais je pense pas que ça va avoir été un move personnellement intelligent en soi. Mais ça a donné un bon moment de TV. Pas nécessairement un des meilleurs blindside ever, mais c'est un très bon blindside. Une très belle finale d'épisode. À date, on a eu quand même des beaux moments dans cette saison de Survivor. J'espère que ça va continuer de même. Fait que je pense que ça fait le tour un peu. Je me suis répété une couple de fois durant la vidéo. J'espère pas avoir été trop ennuyant. Parce que comme je vous disais, j'ai fait cette vidéo-là, mais en même temps, je réfléchissais un peu à la composition de Survivor, de ce qui se passait, de comment que la finale pouvait jouer. Donc, je voulais vous le partager. Et donc, on va voir comment que le jeu évolue. Mais de semaine en semaine, je vais vous emmener une petite vidéo pour vous l'expliquer. Donc, prenez soin de vous autres. Un gros merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à la semaine prochaine. Bye bye.